Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir le partager avec vous. C'est le deuxième webinaire. Le premier qu'on avait fait sur l'index de la stigmatisation était en mai, je pense, ou juin 2020. Donc, ça fait un petit moment déjà. On va pouvoir avoir la deuxième partie des résultats de la recherche index de la stigmatisation des personnes avec le VIH au Québec qui va porter sur la stigmatisation institutionnelle. Et on va avoir Sylvain qui va pouvoir vous en parler davantage. Donc, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus dans la petite introduction. Donc, vous êtes invités à poser des questions. On fait un webinaire de discussion dans le sens où on va présenter tous les résultats. Puis souvent, ça stimule beaucoup de questions d'échange. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de chat. Puis après ça, on va pouvoir avoir une période plus là, de discussion plus largement sur les résultats, sur peut-être ce que les gens que vous voyez ou vous-même vivez aussi. Donc, ça va être plus à la fin. On a à peu près un 45 minutes de présentation, puis après ça, on aura un 45 minutes possible de discussion. On verra combien de temps on discute. Pour pouvoir bien aller au fond des choses. Donc, sans plus tarder, je vais présenter Sylvain Baudry, qui est coordonnateur de la recherche Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec. Il travaille dans le milieu communautaire VIH depuis 15 ans et il vit avec le VIH depuis 2005. Il a développé un intérêt marqué pour la recherche permettant une meilleure compréhension du VIH et de ses nombreux impacts dans la vie des personnes vivant avec le VIH, mais aussi permettant de développer des outils d'intervention et de prévention. Par son travail, Sylvain poursuit son engagement auprès des personnes vivant avec le VIH, à la défense des droits et à la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, ainsi qu'à l'accès à de l'information à jour et accessible. Merci énormément, Sylvain, d'être avec nous, puis je vais te laisser la parole. Merci, Martine. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je lisais ce matin dans mon fil Facebook beaucoup de personnes qui ont encore attrapé la COVID ou qui sont à la maison et en isolement. Fait qu'il y a une sixième vague là encore qui revient. Fait que on va faire avec, mais ça commence à faire long un petit peu, je trouve. Je vais commencer par partager mon écran ici. Voilà. Et voilà. Bienvenue à ce webinaire sur la stigmatisation institutionnelle, sur moi, ma santé et le VIH. Tout d'abord, je veux reconnaître que nous sommes tous et toutes vivant et travaillant sur des territoires ancestraux non cédés et des nations énumérées ici, les Abénaquis, les Anishinabés, les Atikamekw, les Inuits, les Cris, les Inuits, les Inuits, les Kanien'kehá:ka, les Mi'kmaq, les Naskapi, les Hurons-Wendat et les Wolastoqiyik. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de partager les résultats quantitatifs et qualitatifs de l'index qui permettront de mettre en place des interventions et des actions concrètes et adaptées pour réduire la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec. Je vous propose ce déroulement. Je reviens sur les notions de stigmatisation. C'est quoi la stigmatisation? Je vous fais une présentation du projet de recherche, un court profil des sociodémographiques de nos participants et participantes, les résultats en lien avec la stigmatisation institutionnelle dans les soins de santé. Et à la fin, comme Martine l'a spécifié, on aura une période de questions-discussions. J'aimerais ça que vous vous lâchiez lousse et qu'on parle de ça. On aura du temps en masse. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que la stigmatisation? Alors, c'est un exemple du processus de stigmatisation. Ce processus-là peut être conscient ou inconscient.
Donc, ça commence avec le stigmate, l'étiquette sociale qui se vit comme condamnation ou un blâme. C'est surtout réduire l'identité de la personne à une marque ou à un truc en particulier. Donc, c'est être sidéen ou sidatique et non pas vivre avec le VIH. C'est encore incompris pour plusieurs personnes. Donc, ça, c'est le stigmate. Ensuite, on va vers le stéréotype, l'intellect, l'idée reçue, généralisation, croyance. C'est l'image mentale qui constitue notre rapport au réel. C'est-à-dire, là, on parle au stigmate, on commence avec le sidéen sidatique, mais là, on se fait une idée de c'est quoi, puis on part sur une conjoncture de les PPVIH sont contagieuses, donc dangereuses. Encore là, manque d'éducation, mais c'est le processus. On revient à la discrimination. Ça, c'est l'effet. L'acte, le comportement, la réaction. Donc, c'est je vais refuser un emploi à une personne vivant avec le VIH. Ça, c'est l'action. Et l'affect qui vient avec le préjugé, c'est le jugement. C'est une opinion, une émotion ou interprétation de la situation, admettons, et ça cause le jugement. Donc, j'ai peur et je garde une distance avec le VIH. Donc, tout ça fait en sorte qu'on arrive à un processus de stigmatisation, de discrimination qui a des conséquences possibles comme le refus d'accès à un logement, par exemple, un refus à un emploi, à de l'éducation, difficulté d'accès aux soins. Là, on pense notamment, je pense notamment à services dentaires où il y a eu beaucoup de dentistes qui ont refusé de traiter les personnes vivant avec le VIH et dans les restrictions des droits civils et politiques. Donc, voilà en gros un peu le processus de la stigmatisation. Alors, le projet de recherche a défini 5 types de stigmatisation. Donc, on a la stigmatisation intériorisée, la stigmatisation perçue ou anticipée, la stigmatisation concrète ou vécue, la stigmatisation ou intersectionnelle ou stigmatisation et intersectionnalité, et la stigmatisation institutionnelle qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, prenez en note. On va garder ça un peu pour la fin, à moins que ce soit des questions d'éclaircissement ou là, vous pouvez vous lâcher. Ensuite, quelques conséquences possibles de la stigmatisation. On l'a vu tout à l'heure, les conséquences sociales, ça peut être diminution du réseau social. Donc, tu perds des amis parce que tu dévoiles ton statut sérologique. L'isolement social, tu te retrouves un petit peu plus seul pour toutes sortes de raisons. Ça peut être toi-même, ta stigmatisation intériorisée, qui fait en sorte que tu n'es pas out, tu n'as pas dévoilé ton statut sérologique. Donc, tu t'isoles des autres pour ne pas justement être confronté à cette réalité. Les difficultés à nouer de nouvelles relations. Les conséquences psychologiques, douleur, tristesse, solitude, colère et frustration. C'est clair que quand tu te fais virer de bord par un potentiel partenaire de vie ou de sexuel, tu lui dis que tu es séropositif et qui part en courant, ça peut causer éventuellement un peu de frustration, de tristesse, puis c'est dur à vivre. Sur la santé, on a constaté que les personnes qui ont plus de difficultés à vivre avec les conséquences ou la stigmatisation en lien avec le VIH ont une moins bonne observance de leur traitement. Donc, ça peut être un effet sur la personne.
présente le projet de recherche. Alors, c'est dans le monde, ça date depuis 2008, ce projet de recherche-là. Il a été mis en œuvre dans plus de 90 pays, traduit en 54 langues. Il y a eu plus de 2000 personnes vivant avec le VIH qui ont été formées en tant que pairs associés de recherche pour la cueillette de données, pour passer les entrevues. Et plus de 100 000 PVVIH ont été interrogés. Donc, si vous voulez voir l'accès au site web, c'est stigmaindex.org. Et ça vous mène au projet de recherche qui est mondial, qui est chapeauté par le GNP+, le Global Network of People Living with HIV, le réseau mondial des personnes vivant avec le VIH. Au Canada, il y a en fait, presque toutes les provinces qui ont participé ou qui participent présentement à la cueillette de données quantitatives et qualitatives en même temps. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, on n'a pas vraiment de nouvelles. Manitoba, eux autres, ont participé, mais ont un peu modifié leur projet aussi. Donc, ils ont pris une autre approche, mettons. Et puis, l'Ontario, le Québec et les provinces maritimes qui devraient être encore dans le processus de cueillette de données. Ça a été chapeauté par, évidemment, financé par les IRRC, les Instituts de recherche en santé du Canada, l'Agence de santé publique du Canada et le Centre Practice, qui est sur le VIH des IRRC. Puis au Québec, c'est mené par la Coxida en collaboration avec l'UQAM. On a interrogé 281 personnes vivant avec le VIH. Les entretiens, les entrevues étaient d'environ 2 heures. C'était quand même assez costaud comme questionnaire, là. Il était long. Avec une équipe de 9 pairs associés de recherche, dont je faisais partie à l'époque, en 2019, qui ont reçu une formation. Ouais, on a été formés pour pouvoir être plus performants et mieux équipés dans notre cueillette de données. Parce que des fois, c'est pas juste de passer un questionnaire, mais le questionnaire va susciter des émotions, des réactions chez certaines personnes. Et puis, si tu n'as pas de formation, ou en tout cas, tu ne sais pas trop comment intervenir, parce qu'on n'était pas tous des intervenants, avec une petite formation, ça nous sécurise dans notre approche et dans notre job. Et oui, à l'époque, le questionnaire s'est donné en face à face ou en côte à côte. On était dans la même pièce, sans masque. On vivait dangereusement. À l'époque, le COVID n'était pas arrivé, fait que c'était le fun. Et puis, la cueillette de données a été réalisée entre avril et octobre 2019. Donc, ça va pour tout le monde jusqu'à présent. Je ne vous ai pas perdu ni endormi. Good. Ici, les lieux, ça a été sur la région de Québec, à Miel-Québec, au Blitz de Victo et de Drummondville. Montréal, Saint-Jérôme avec le centre Sida Amitié, qu'il faudrait que je change pour le dispensaire, et le Bras-Outaouais à Gatineau. À Montréal, c'était pour les organismes CASAM, Gabi et Maison Plein Cœur. Donc, notre profil de nos participants. Donc, évidemment, il fallait que toutes les personnes soient séropositives. Donc, il fallait que les personnes vivent avec le VIH, avoir plus de 18 ans, puis habiter au Québec. C'était nos 3 consignes d'inclusion.
là, c'est pas une mise en garde, mais juste avertissement, la représentation des données. Évidemment, on a interrogé 281 personnes sur un total de entre 14 500 et 19 000 potentielles personnes vivant avec le VIH au Québec. Donc, nos résultats ou nos participants représentent moins de 2 des personnes vivant avec le VIH au Québec. Ça ne veut pas dire pour autant que les résultats ne sont pas bons, mais c'est de garder en tête qu'on a fait avec, on a fait avec le budget qu'on avait. Donc, si on aurait pu interroger 4 000 personnes, ça aurait été super le fun, mais on n'avait pas le budget pour ça. Donc, il a fallu faire avec les contraintes. Mais en bout de ligne, les résultats qu'on a collectés, c'est des résultats fondés sur ce que les gens nous ont rapporté. Donc, à garder en tête, évidemment. Donc, les personnes, nos participants et participantes, l'âge était entre 19 ans et 79 ans, avec une moyenne de 52 ans. Pour l'orientation sexuelle, on avait 49 d'hétérosexuels, 36 de gays ou hommes homosexuels, 10 de bisexuels, 2 qui se sont identifiés comme pansexuels, 2 de queer et 1 de spirituels, bispirituels, two spirit. Pour les genres, 61 d'hommes cis, 34 de femmes cis, 5 personnes se sont identifiés comme trans ou non-binaires, queer, bispirituels ou autres. 8 personnes de notre échantillon ont affirmé que le genre auquel elles s'identifient est différent du sexe qui leur a été assigné à la naissance. Une définition de la stigmatisation institutionnelle, c'est une stigmatisation qui renvoie aux activités cumulées d'une organisation ou d'un système qui, volontairement ou non, créent et maintiennent des inégalités sociales. Exemple, des applications de politique ou de procédures. Exemple, une personne séropositive ne peut pas donner du sang. Bon, c'est comme ça. J'avais-tu d'autres? Bon, l'exemple de discrimination avec les dentistes et refus de traitement ou, par exemple, il disait, il faut prendre le dernier traitement de la journée parce qu'il faut plus stériliser les trucs. On nous donnait, les dentistes ont donné des raisons assez incompréhensibles. Ça veut dire que pour les autres, tu ne stérilises pas autant. C'était juste moyen comme. Donc, c'est de la sélection, quelque part. Donc, la stigmatisation institutionnelle se retrouve dans divers systèmes, dont le système de santé et de services sociaux, mais aussi les institutions religieuses, le milieu carcéral, le milieu scolaire, le système de justice, l'institution financière et services de police. Ça va toujours, pas de pop-up, parfait. On tombe dans les résultats quantitatifs. J'ai ressorti juste quelques questions et résultats du questionnaire. On ne le fera pas au complet. Juste les données les plus parlantes ou les plus préoccupantes. Il y avait une question de violation des droits à être obligé de passer un test de dépistage du VIH ou de dévoiler sa séropositivité pour recevoir des soins de santé. Donc, bonne nouvelle, presque 80 de nos répondants ont répondu non, qui n'ont pas été obligés. Mais il y a quand même 19 à qui c'est arrivé dans la dernière année
et 42 personnes à qui c'est arrivé il y a plus d'un an. Donc, c'est quand même, ça existe. C'est encore une réaction du système de santé. Bon. Avoir été forcé de dévoiler publiquement sa séropositivité ou d'avoir vécu un dévoilement public sans consentement. Donc, exemple, le médecin qui se promène avec son groupe d'étudiants et qui discute d'un dossier d'une personne séropositive dans le corridor à voix haute, où tout le monde peut l'entendre, ça devient du dévoilement public sans consentement. Il y a des fois où les médecins sont tellement plongés dans leurs activités qui n'ont pas nécessairement le réflexe de dire ah oui, peut-être que cette discussion-là, elle devrait être dans un cadre plus privé que public. Avoir été forcé, c'est-à-dire contraint physiquement ou autrement, d'avoir des relations sexuelles sans consentement. Donc, encore là, bonne nouvelle, il y a eu quand même 78, presque 80% des personnes qui ont répondu non. Mais le côté fatigant, c'est qu'il y a quand même 6 personnes à qui c'est arrivé dans la dernière année et 53 personnes à qui c'est arrivé il y a plus d'un an. Donc, il y a un genre de relation de force entre certaines personnes et manipulation psychologique ou physique, peu importe, là, mais ça existe encore. Je veux dire, genre, si tu ne veux pas que je dise que tu es séropositive ou non, ben, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Oui, là, je sais que là, on sort un peu du cadre de la santé parce que la stigmatisation institutionnelle touche aussi le système de justice. Donc, c'est pour ça que les prochaines questions sont là. 25, si vécu violation des droits énumérés à la question précédente, avoir tenté d'entreprendre quelque chose pour résoudre la situation au cours des 12 derniers mois. Donc, les personnes qui ont répondu oui à la dernière année et oui il y a plus d'un an, ça fait 59. Les 64, ah oui, avec le 6. Mais les 64 personnes n'ont rien tenté et 20 personnes ont tenté quelque chose. Donc, le tiers des personnes à qui c'est arrivé, seulement le tiers ont tenté de faire quelque chose. Donc, dénoncer, aller à la police, etc. Les résultats de l'action entreprise pour résoudre cette situation, parmi ceux qui ont tenté, donc les 20 qui ont tenté quelque chose, la situation a été résolue dans 8 cas sur 20. La situation est en cours de résolution avec 3 personnes sur 20. Il ne s'est rien passé où la situation n'a pas été résolue pour 7 cas sur 20. Les principales raisons pour lesquelles ne pas avoir tenté de faire quelque chose ou de résoudre cette situation, là, il y avait plusieurs réponses possibles, mais parmi les personnes qui ont répondu, les 64 personnes qui ont répondu à cette question, ne pas savoir où se tourner ou comment entreprendre une action. Donc, dans 20% des cas, c'était pour cette raison-là. Ressources financières insuffisantes pour mener une action dans 6,3%. Le processus de résolution du problème paraissait trop complexe. C'est clair que quand tu ne sais pas trop vers où te tourner, à qui demander de l'aide, tout ça devient un peu trop complexe, puis de devoir aussi faire face à
au jugement éventuel d'un policier, d'un autre professionnel en lien avec le système judiciaire. C'est de dévoiler ton statut sérologique aussi en même temps. Donc, manque de preuves, violation et peu certain de l'aboutissement, avoir un résultat là, à la fin. Donc, c'est les raisons pour lesquelles majoritairement les personnes n'ont pas mené d'action. Donc, c'est difficile, ça demande beaucoup de courage, premièrement, de dire que tu as été soit contraint et abusé sexuellement ou physiquement, de dire que tu es séropositive ou positif. Ça demande énormément de courage, de détermination et de soutien, chose qu'on ne retrouve pas nécessairement tout le temps. Et en dernier, la question 26, à savoir que des lois existent au Québec pour protéger les personnes séropositives contre la discrimination. Heureusement, 61% ont dit oui, des lois existent, mais quand même, il y a 30% des personnes, 85% des répondantes qui ne savent pas si des lois existent et 23% qui pensent qu'il n'y a aucune loi qui existe. 23 personnes. Donc, on a peut-être un petit peu de travail à faire au niveau de l'information sur ce qui se passe au Québec, la législation, réglementation, et de faire savoir à notre monde que les intervenants communautaires peuvent être des personnes de soutien et d'accompagnement dans ce processus-là. Ça va toujours? Oui. Ici, on a approché aussi les facteurs d'hésitation avant de faire un dépistage du VIH. 216 personnes ont répondu à ces questions. Craindre que d'autres personnes de son entourage apprennent sa séropositivité. Exemple, tu te retrouves dans une salle d'attente de ton médecin et tu tombes sur quelqu'un que tu connais. Ça peut être un peu confrontant ou tu ne veux pas que les gens le sachent et tu ne veux surtout pas que les gens posent des questions. Pourquoi tu es là? C'est 108 personnes ont dit oui que c'était un facteur d'hésitation à aller faire un test de dépistage. Ne pas être prêt à faire face à un diagnostic de séropositivité, pas surprenant, mais 120 personnes ont répondu que oui, c'était un facteur. Pourquoi ils ont retardé ou qu'ils ont attendu de faire leur test de dépistage parce qu'ils ne se sentaient pas prêts à avoir une réponse positive. Suivre présentement un traitement antirétroviral, ça change, on change de catégorie. 99% de nos répondants étaient sous antirétroviraux. Donc, c'était intéressant de le voir qu'au moins, les gens avaient accès à des traitements. Les facteurs d'hésitation avant de demander des soins ou des traitements spécifiques au VIH. Craindre que d'autres personnes, on revient à la même chose, craindre que d'autres personnes de son entourage apprennent sa séropositivité. Si tu vas, par exemple, dans des cliniques qui sont spécialisées VIH, c'est plus réconfortant en ville, par exemple à Montréal, où l'anonymat est plus facile à atteindre. Ce qui n'est pas le cas tout à fait dans les régions où ta cousine est secrétaire à la clinique médicale, où ma tante est à la pharmacie, celle qui va te prescrire et te donner tes médicaments antirétroviraux. Ça devient un peu compliqué de garder le secret.
ne pas être prêt à faire face à sa séropositivité, encore là, pas de surprise, 124 personnes ont répondu oui, mais 151 plus de personnes ont répondu non. Rendu là, rendu au traitement, tu as déjà eu ton diagnostic, tu as déjà eu un petit peu de cheminement de fait sur ce diagnostic. Donc, rendu au traitement, ben, c'est un petit peu moins délicat, c'est un petit peu plus accepté, mettons. Puis avoir eu une mauvaise expérience avec un professionnel de la santé dans le passé. Majoritairement, 158 personnes ont répondu non, mais il y a quand même 120 qui ont répondu oui. Donc, là encore là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'accentuer la formation auprès des professionnels de la santé, par exemple? Travailler de concert avec un organisme communautaire, avec des intervenants communautaires, lorsque les professionnels, les médecins font face à un nouveau diagnostic, par exemple, et qui ne se sentent pas tout à fait à l'aise d'en parler. La stigmatisation, bon, ça c'est un petit peu le résumé, un rapport un peu sur l'obligation de passer un test de dépistage pour recevoir des soins. Ça, c'est des analyses. Donc, une plus forte proportion de femmes ou s'identifiant comme femmes ont une perception de leur qualité de vie de très mal à des hauts et des bas et rapportent la présence de symptômes dépressifs. Donc, parmi ceux qui ont rapporté avoir été obligés de passer un test de dépistage pour recevoir des soins, c'est une femme ou s'identifiant comme femme, perception de leur qualité de vie très mal à des hauts et des bas et présence de symptômes dépressifs. Ces personnes ont aussi un score moyen plus élevé. Bon, oubliez le moyen, on va dire un score, une moyenne plus élevée sur les échelles de stigmatisation anticipée. Donc, vont vivre la stigmatisation anticipée et la stigmatisation institutionnelle. Ouais, je vais m'arrêter là. Une probabilité plus forte. Ainsi, les personnes ayant les caractéristiques suivantes ont une probabilité plus forte d'avoir été obligées. Il y a aussi au niveau du revenu et l'échelle. Bon, c'est pas important. On va laisser ça là. Dans les facteurs d'hésitation à passer un test de dépistage du VIH, parmi les personnes qui ont un score plus élevé, une moyenne plus élevée, une forte proportion rapporte être âgés de 19 à 39 ans. Donc, c'est plus les jeunes que les personnes plus âgées et rapportent les symptômes dépressifs. Un score plus élevé sur les facteurs d'hésitation à passer un test de dépistage sont aussi observés chez les personnes qui ont un score plus élevé, une moyenne plus élevée sur l'échelle de stigmatisation intériorisée, anticipée et institutionnelle et sur l'échelle de discrimination dans le cadre de soins. Et on va passer en dernier. Score plus élevé d'échelle de stigmatisation intériorisée. Ouais, les personnes qui ont un score plus élevé sur l'échelle facteur d'hésitation à passer un test de dépistage étaient associées à un score plus élevé d'échelle de stigmatisation intériorisée. C'était pas si clair que ça, mais on va revenir là-dessus si vous avez des questions. Et dans les facteurs, même chose à passer des soins, à demander des soins. Ben, on a observé que chez les personnes qui rapportent parler une autre langue, ouais, ceux qui avaient plus de difficultés ou qui ont mentionné avoir un score ou qui ont eu un score plus élevé d'hésitation à demander des soins, c'était chez les personnes qui parlent une autre langue que le français et les personnes qui rapportent des symptômes de dépression. Le score moyen plus élevé sur les facteurs d'hésitation à demander des soins est observé aussi chez les personnes qui ont un score plus élevé chez l'échelle de stigmatisation, donc intériorisée, anticipée et institutionnelle, et sur l'échelle de discrimination dans le cadre des soins.
VIH. Et le même truc est observé chez les personnes qui ont un score moyen plus faible de soutien social reçu. Donc, c'est la partie quantitative. Maintenant, la partie partie qualitative, on a fait ça l'année dernière, en 2021. Et on a repris dans le questionnaire Quanti, le premier questionnaire, on demandait aux gens si ils voulaient être contactés plus tard pour d'autres projets de recherche ou des projets de recherche similaires. Et ceux qui ont répondu oui, on les a recontactés pour demander s'ils voulaient participer à la phase qualitative. Donc, de cette liste-là, on a sélectionné 20 personnes, 20 participants, participantes de notre liste ayant déjà accepté d'être contactés. L'âge variait de 25 à 66 ans. On a interrogé 8 femmes et 12 hommes, donc répartis sur une personne trans, une personne non-binaire, 5 personnes provenant des communautés ethnoculturelles et 2 personnes qui utilisent des drogues. Et lieu de résidence, enfin, on a décidé de faire moitié-moitié, genre des personnes qui vivent dans les centres urbains et provenant des régions autres que les centres urbains. Les thèmes abordés, on a parlé des formes de stigmatisation, on a demandé à nos participantes d'exprimer leur expérience vécue, leurs sentiments ou émotions, les réactions et réponses face aux formes de stigmatisation. On a parlé de dévoilement aussi. Même chose, les expériences vécues, les sentiments, les réactions. On a parlé du message I égale I. Je pense que tout le monde doit avoir une idée de ce que c'est. Le message I égale I, sinon on va le voir. Sentiments et croyances, soutien. Quel sentiment que ces personnes séropositives-là avaient envers le message I égale I, leur niveau de croyance et le soutien qu'ils offraient à ce message-là, à ce qui supportait le message. On a parlé de résilience aussi, des stratégies d'adaptation, outils d'intervention, qu'est-ce qui pourrait être bon de faire ou de discuter pour alimenter ou augmenter la résilience des personnes séropositives. Et on a parlé un tas de trucs COVID, intersectionnalité, message aux populations, l'impact de la pandémie de COVID sur leur vie personnelle, leur vie sexuelle, leur vie de travail, leurs conditions de vie, etc. Et les zones d'intersection, ça aussi, on va le voir plus tard. Là, je commence à perdre la voix, c'est le fun. On lâche pas. Donc, ça, c'est le questionnaire qu'on a élaboré. Pouvez-vous me parler un peu de vous? Comment allez-vous? Donc là, c'était une entrée en matière. Mais après ça, que signifie pour vous la stigmatisation? Avez-vous une expérience de stigmatisation à partager? Depuis votre diagnostic, comment ça se passe lorsque vous commencez une nouvelle relation? Est-ce que c'est différent que dans le passé? Votre expérience de stigmatisation liée à la vie avec le VIH a-t-elle changé au fil du temps? Que pensez-vous du message I égale I? Et si vous aviez un message précis pour lutter contre la stigmatisation, que serait-il et à qui s'adresserait-il? Donc, l'entrevue durait à peu près 1 heure et demie, entre 1 heure et 1 heure et demie, dépendamment des personnes plus généreuses dans leurs propos que d'autres. À
à la question « Que signifie pour vous la stigmatisation ?» Beaucoup ont donné une définition comme une absence d'empathie, se faire pointer du doigt, ne plus être considéré et ne plus faire partie de la société active. C'était les 4 commentaires qui sont revenus le plus dans leur réponse. À la question « Avez-vous une expérience de situation de stigmatisation que vous aimeriez partager? » Beaucoup de personnes ont partagé des expériences en lien avec la stigmatisation institutionnelle, le milieu de santé en particulier. Le refus d'assurance hypothèque, évidemment, pour l'assurance vie, assurer une hypothèque, bien, les personnes séropositives ne peuvent pas assurer leur hypothèque. Le refus de traitement chez le dentiste, par exemple, ça, c'est revenu souvent dans les conversations. L'annonce du statut sérologique devant d'autres sans le consentement. Ça, les centres hospitaliers, par exemple, il y a eu des personnes qui ont abordé le sujet de façon très émotive et se faire refuser un emploi. Ça a été des expériences vécues. J'ai ressorti 2 citations de personnes sur la stigmatisation institutionnelle. Et là, à ma clinique, où j'ai mon médecin de famille, parce que le médecin de famille, on ne doit rien lui cacher. Là, je m'en vais, je vais à mon rendez-vous et on amène mon dossier. Je vois sur la page couverture, c'est écrit en gros et en rouge VIH. J'étais allé parce que j'avais fait un accident, j'avais eu un accident, on me suivait pour des blessures. J'ai dit à la secrétaire, pourquoi vous avez écrit ça sur mon dossier? Mon médecin le sait. Le dossier, c'est un papier, c'est écrit sur la couverture en plus. Quand j'étais dans la file d'attente, il y avait d'autres personnes qui me suivaient, c'est-à-dire que tout le monde qui me suivait ont pu lire en gros le VIH sur mon dossier. Fait que, une expérience qui m'est arrivée personnellement aussi chez un dentiste. Et l'autre citation, parce qu'au départ, c'était pas mon chirurgien. Donc, mon chirurgien ne voulait pas m'opérer parce qu'il disait que je suis jeune et on peut faire une prothèse, on ne peut pas faire une prothèse de genou, il faut attendre. Bon. Mais moi, je souffrais beaucoup. Il a demandé l'avis à sa collègue qui a accepté mon dossier. Cette dame-là était anglophone. Je ne sais pas si elle n'avait pas bien compris ou lu mon dossier. Elle m'a donné un rendez-vous pour l'opération. Je suis parti, je me suis présenté, j'étais accompagné de ma fille et de ma meilleure amie, des gens avec qui je ne suis même pas dévoilé. Donc, sa fille et son amie n'étaient pas au courant de son statut sérologique. Et le matin même, le chirurgien vient me dire, « Madame, on ne va pas vous opérer aujourd'hui parce que vous avez le VIH. » Devant la fille et l'amie, l'accompagnatrice. On n'a pas l'équipement nécessaire. Encore là, pourquoi tu n'as pas l'équipement nécessaire pour une personne séropositive ou négative? Ça me dépasse encore. Donc, on annule. Fait que là, devant ma fille, ma famille et les gens qui m'accompagnaient et même la patiente qui était à côté, qui attendait, ont tous compris le mot VIH. Donc, franchement, ça a été un peu confrontant et frustrant. Avec raison. Donc, des témoignages comme ça, des situations, il y en a eu beaucoup. J'ai pris peut-être les plus marquantes ou les plus descriptives, mais il y a eu beaucoup de cas de dévoilement non autorisé ou dévoilement sans consentement. Hey, j'aurais fini déjà ma présentation. Mon Dieu, il est quelle heure? Ah, 11h16, c'est pas pire. Pas pire, j'arrive pas mal dans les temps. C'est fantastique. Merci beaucoup, Sylvain. On va pouvoir avoir plus de temps pour échanger et discuter.